gros sujet de l'actualité Macron, c'est-à-dire le licenciement. Donc comme vous avez dû le voir, il y a eu plusieurs modifications, notamment dans la formule de calcul. Maintenant, nous sommes à un quart de mois par année d'ancienneté, puis un tiers au-delà de 10 ans, alors qu'avant, nous étions à un cinquième, puis deux quinzièmes. Donc ce qui fait que l'indemnité de licenciement a augmenté et par la même occasion, du coup, cela augmente également l'indemnité de rupture conventionnelle. De plus, l'indemnité de licenciement est désormais versée à tous les salariés qui ont 8 mois d'ancienneté, alors qu'avant, on la versait à partir d'un an d'ancienneté. En contrepartie, la loi prévoit que maintenant les salariés ont que 12 mois pour faire une action en justice, pour du coup saisir les prud'hommes, car ils contestent son licenciement. Donc c'est 12 mois au lieu de 2 ans auparavant. Et autre gros changement, on va dire, dans le licenciement, c'est que maintenant il y a un barème que les juges doivent respecter en termes de dommages et intérêts, uniquement pour les licenciements qui sont jugés sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que demain, un de vos salariés saisit les prud'hommes, vous êtes jugé comme quoi vous avez fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dans ce cas-là, le juge a un barème minimum et maximum à ne pas dépasser. Et donc après, il est libre de son choix dans ce barème-là. Par exemple, un salarié qui a 5 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, il peut prétendre à une indemnité qui, qui, qui peut aller de 1 mois et demi à 6 mois de salaire. Donc vraiment, après, dans cette fourchette-là, le juge reste décideur du montant de l'indemnité. Alors après, je précise bien que c'est uniquement pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse et pas pour les licenciements en cas de nullité. Par exemple, si vous êtes jugé pour un licenciement discriminatoire ou sur une femme enceinte ou sur du harcèlement, dans ce cas-là, le barème ne s'applique pas et on est toujours à 6 mois minimum de dommages et intérêts, mais sans maximum. Donc voilà, c'est vraiment uniquement pour licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse. Donc ensuite, on passe peu dommage dans le sens où les aides à l'embauche. Actuellement, on n'a quasiment plus aucune aide à l'embauche. L'aide PME n'existe plus. Le contrat de génération a également été arrêté. Là, il nous reste uniquement l'aide jeune apprenti. C'est-à-dire que tous les apprentis mineurs, lors de la signature du contrat, si vous êtes dans une entreprise de moins de 11 salariés, ça peut vous ouvrir droit à une aide. Mais c'est vrai que toutes les autres aides qui existaient avant, maintenant, n'existent plus. Autre gros changement sur les instances représentatives du personnel. Donc là, actuellement, vous savez, on a des délégués du personnel, des représentants du personnel, le CE, le CHSCT. Et tout ça, maintenant, ça va tout être regroupé dans le CSE, le comité social et économique. Maintenant, c'est votre seule et unique instance du personnel qu'il faudra mettre en place justement pour toutes les sociétés qui ont plus de 11 salariés en 2017. Il faudra mettre en place le CSE pour 2018. Donc c'est vrai que la mise en place a été un peu modifiée parce qu'avant on était sur un seuil de 11 salariés pendant 12 mois dans une période de 3 ans, alors que maintenant on est sur 12 mois consécutifs. Donc à bien vérifier vos nombres de salariés sur l'année 2017. Pour tous ceux qui ont déjà mis en place des instances représentatives du personnel, vos mandats existent toujours, hein, ils sont toujours actifs. Seulement, à chaque fin de mandat, on arrêtera, enfin les mandats quand ils s'arrêtent, il va falloir mettre en place un CSE. À savoir qu'on a quand même un peu de temps. On a jusqu'au 31 décembre 2019, date butoir, pour mettre en place les CSE. À partir du 1er janvier 2020, on est tous en CSE. Là, il n'y aura pas d'autres possibilités. Donc, pour ceux qui ont des mandats qui s'arrêtent avant, donc c'est très bien, on fera les nouvelles élections. Et pour ceux qui ont des mandats qui s'arrêtent après le 1er janvier 2020, il faudra qu'on arrête les mandats courant de l'année 2019 et faire des nouvelles élections. Après, rien ne vous empêche d'élire les mêmes personnes, mais c'est vrai qu'on doit changer l'instance représentative du personnel. En termes de fonctionnement, ça fonctionne, on va dire, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, à la différence que les personnes qui étaient déléguées du personnel, qui vont passer en CSE, auront un peu plus de missions. Ils auront les mêmes missions qu'ils ont actuellement, mais ils vont aussi également faire la promotion de la santé, de la sécurité au travail. Si jamais il y a des accidents du travail, ils vont devoir mener une enquête, voir justement ce qui se passait, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour
pour éviter que cela se reproduise. Ça, c'est à peu près, c'est des tâches qui revenaient au CHSCT et qui du coup reviennent maintenant au CSE. En termes de réunions, pour les entreprises de moins de 50 salariés, maintenant c'est une réunion tous les 2 mois. Contrairement où avant c'était une réunion par mois. Donc maintenant c'est une réunion tous les 2 mois. Et donc dans les sociétés de moins de 20 salariés de mémoire, c'est un délégué plus un suppléant. Et donc en fonction du nombre de salariés, les nombres d'élus doivent être augmentés. Le CSE a aussi un budget de fonctionnement. Le budget alloué est de 0,20% de la masse salariale. Alors quand on dit masse salariale, on entend tous les salaires soumis à cotisation de l'URSSAF en règle générale. Donc voilà, c'est essentiellement tous vos salaires de l'année précédente, de l'année N-1. Donc ensuite, maintenant on va passer sur les assouplissements de la loi Macron, notamment sur les CDI chantier. Alors pour ceux qui connaissent pas le CDI chantier, c'est un CDI qui est pour l'instant qui existe uniquement dans le bâtiment et dans les travaux publics. C'est un CDI qui permet d'embaucher des salariés uniquement pour un chantier dédié ou pour une tâche dans un chantier. Si à la fin de ce chantier-là, vous n'avez pas de travail à redonner à votre salarié parce qu'il fait un travail spécifique, et ben dans ce cas-là, on fait un licenciement pour fin de chantier. C'est une des, ce que je veux dire, c'est que c'est un CDI qui est très souple, qui ressemble beaucoup au CDD, mais qui coûte malgré tout moins cher parce que dans le CDI chantier, on ne paye pas d'indemnité de précarité. On paye l'indemnité de licenciement uniquement si le salarié a plus d'1 an d'ancienneté dans votre société. Donc c'est quand même assez avantageux et ce CDI chantier qui maintenant va être renommé CDI de mission va être ouvert à toutes les branches d'activité. Alors, un petit bémol, c'est ouvert à toutes les branches d'activité du moment que vos branches d'activité auront négocié, que vos conventions collectives justement auront négocié sur le sujet. Donc là, pour l'instant, à ma connaissance, aucune autre convention collective ou aucune autre branche d'activité n'a négocié à ce sujet-là. Donc actuellement, uniquement le bâtiment et les travaux publics peuvent encore utiliser le CDI chantier. Mais ça, c'est voué quand même à se développer dans le reste des autres activités. Donc en fonction de vos besoins, ça pourra être bien de vous le proposer si jamais cela vous sera nécessaire. Autre assouplissement qui peut être très bien, le télétravail. Avant le télétravail, c'était vraiment quelque chose de normé et c'était pour du télétravail permanent. On ne pouvait pas faire de télétravail occasionnel. Maintenant, la loi Macron a modifié cela et la notion de régularité a été supprimée. Donc maintenant, votre télétravail, il peut être occasionnel. Par exemple, si demain vous avez besoin qu'un salarié travaille de chez lui ou si lui justement a besoin de travailler de chez lui, il peut vous faire la demande et tout ça peut être mis en place très simplement. La chose, par contre, c'est qu'aujourd'hui, l'employeur doit créer une charte. Et dans cette charte, il doit noter du coup les conditions de passage entre travail et de retour au travail normal, les modalités de demande et d'acceptation. Est-ce qu'il peut vous le demander la veille pour le lendemain? Est-ce qu'il doit vous prévenir une semaine avant? Enfin voilà, est-ce que ça doit être écrit par mail? Ça doit être contresigné? Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à avoir dans la mise en place. Également la modalité de contrôle du temps de travail. Parce que c'est pas parce qu'un salarié travaille de chez lui qu'il doit faire plus d'heures. Donc si votre salarié, sa journée s'arrête à 17h, à 17h, il coupe son télétravail et il a fini sa journée comme s'il était au bureau. Et également, donc du coup, les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut le contacter, ce qui revient plus ou moins également à la contrôle du temps de travail, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'il travaille de chez lui que vous avez le droit de contacter votre employé à 20h. Sauf si, bien sûr, ça fait partie de ses horaires. Hein. Et s'il est censé finir à 17h, c'est vrai que vous ne pouvez pas l'appeler à 19-20h pour demander de retravailler sous prétexte qu'il a les possibilités de le faire. Donc c'est quand même très bien. Le télétravail, ça peut être vraiment un assouplissement pour vous si votre activité s'y prête et si vous avez les moyens nécessaires techniques et pour le faire. La seule chose, c'est que si jamais vous créez cette charte de télétravail, si jamais un salarié vous le demande et que vous ne souhaitez pas, il faut quand même que ça soit une réponse motivée. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas refuser un salarié sous prétexte qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie. Il faut que ça soit motivé. Par exemple, votre salarié veut travailler chez lui, mais vous ne pouvez pas parce que vous avez un rendez-vous client et il faut qu'il soit là. Là, bien sûr, c'est tout à fait logique et justifié de refuser le télétravail. Mais voilà, vous ne pouvez pas dire non, sinon ça reviendrait à de la discrimination.
Autre assouplissement et pas des moindres, ce qu'on appelle donc les négociations collectives, à ne pas confondre avec les négociations annuelles obligatoires. Négociations collectives, c'est un nouveau système qui a été créé pour que l'employeur puisse créer des dérogations à sa convention collective. Ce qui veut dire qu'un employeur peut négocier sur certains thèmes qui l'intéressent pour, par exemple, baisser le prix, le montant des heures supplémentaires, mais en contrepartie, donner des jours de congés payés en plus. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui peut être prévu. Et donc cela, en fonction de votre taille de l'entreprise, du nombre de salariés, on aura justement différentes façons de faire accepter cela. Si vous êtes moins de 11 et que vous voulez mettre en place un nouvel accord d'entreprise, que vos salariés sont d'accord, vous faites un vote référendaire. Et dans ce cas, si vous avez la majorité des 2 tiers de vos salariés, vous êtes en droit de mettre en place cet accord d'entreprise. En termes on va dire de fonctionnalité, cet accord, il doit être rédigé, signé. Vous devez vraiment faire un vote sans être présent en tant qu'employeur. Donc, il faudra organiser les bureaux de vote, transmettre l'accord avant les votes, faire le bureau de vote. Une fois qu'il est accepté, rédiger un PV. Et donc, bien sûr, tout envoyer à l'inspection du travail. L'inspection du travail classe les accords, mais ne les vérifie pas. La notion est importante et c'est pas la même chose. Ce qu'il y a, c'est que vous devez envoyer à l'inspection du travail. Pour autant, elle ne le vérifie pas. Dans le sens où si demain vous avez un prud'homme et qu'un salarié remet en cause votre accord d'entreprise, c'est pas parce que vous l'avez envoyé à l'inspection du travail qu'il est valable. C'est à ce moment-là, c'est au moment du prud'homme que les juges vont voir la validité de votre accord. Donc voilà, attention quand même aux accords qu'on fait, du moins qu'on pourra faire, parce que tout n'est pas non plus possible. Vous ne pouvez pas déroger au minimum conventionnel, vous ne pouvez pas déroger à la classification des salariés. Il y a quand même certains thèmes, il y a quand même 11 thèmes sur lesquels on ne peut pas toucher. Après, il y a d'autres choses, comme je vous dis, le prix des heures supplémentaires, le nombre d'heures du contingent annuel d'heures supplémentaires. Tout ça, ça peut être remis en cause et réorganisé par rapport à la société. Mais attention à bien rédiger l'accord correctement et à bien faire en sorte de donner une contrepartie pour que vos salariés acceptent. Après, si les sociétés sont un peu plus grosses en termes de nombre de salariés, on ne sera pas forcément sur un vote référendaire, on peut être sur un vote avec les salariés mandatés ou avec les élus du CSE. Donc là, on verra à ce moment-là. On verra au cas par cas en fonction de ce que les employeurs veulent mettre en place. Autre chose qui là touche plus à la paye en elle-même, donc ça vous avez dû le voir, hein, l'impôt à la source a été décalé, maintenant ça n'a pas été sur 1er janvier 2018, mais 1er janvier 2019. Donc là, courant de l'année 2018, quand les salariés vont faire leur impôt sur le revenu au mois de mai, ils vont avoir le choix de dire oui ou non, et ils veulent donner leur pourcentage d'imposition à leur employeur. S'ils l'acceptent, l'employeur va recevoir donc des courriers des impôts, qui va notifier le taux d'imposition de chaque salarié. Donc, il faudra bien penser à redonner à votre gestionnaire de paye. Et si jamais le salarié refuse de donner un montant, son taux d'imposition, nous, on va avoir un barème justement sur les taux d'imposition minimales à mettre. Donc, de toute façon, qu'ils veuillent ou pas donner leur montant, il y aura quand même l'impôt sur le revenu qui sera mis sur les payes à partir de janvier 2019. Donc ça, on verra ça, comment le mettre en place courant de l'année 2018. Autre chose, des bonnes nouvelles pour vos salariés et pour vous également. Il y a des cotisations sociales qui ont été supprimées, notamment les 0,75 d'arrêt maladie, d'assurance maladie, et le chômage salarial est passé de 2,40 à 0,95 à janvier 2018. Donc là, en janvier, les salariés ont dû voir leur paye augmenter légèrement de 10, 15 euros, ça dépend de la paye de vos salariés, mais la paye a quand même dû augmenter. En contrepartie, la CSG a augmenté de 1,7%. Mais cela fait quand même une augmentation du net parce que la CSG n'est pas calculée sur le brut total. Donc au lieu d'être à 8%, maintenant elle est à 9,7%. Et par contre, on parle de la CSG déductible du revenu imposable. Donc ça augmente pas non plus leur net imposable.
Et le changement également sur la cotisation chômage, c'est que au 1er octobre, il n'y aura plus du tout de cotisation salariale chômage. Il y aura uniquement de la cotisation patronale. Donc ça augmentera encore le salaire net de vos salariés. Et donc là, vous avez dû vous en rendre compte ce mois-ci. Désormais, vous payez l'URSSAF au mois. Ça, c'est une décision arbitraire de l'URSSAF. À partir du 1er janvier 2018, toutes les sociétés de moins de 11 salariés passent au mois. Donc, ce qui veut dire que maintenant, vous allez payer l'URSSAF tous les mois. Et comme vous payez l'URSSAF tous les mois, vous payez également la retraite tous les mois. Désormais, il n'y a plus que la prévoyance et la mutuelle qui restera au trimestre. C'est pas plus mal dans un sens où comme ça vous aurez plus des gros montants à sortir tous les mois de votre trésorerie. Maintenant, ça sera étalé sur toute l'année. Tous les mois, vous aurez un paiement. Alors quand je dis le 1er janvier 2018, bien sûr, le paiement que vous avez eu au 15 janvier correspondait au 4e trimestre 2017 et le paiement de l'URSSAF de janvier 2018 aura lieu le 15 février 2018. Vous savez, on est quand même décalé d'un mois et c'est toujours le 15 du mois d'après. Également un autre changement, donc le compte pénibilité maintenant il est simplifié. Donc on est conscient que les employeurs se servaient pas forcément du compte pénibilité et on n'avait pas toutes les informations de savoir quel salarié était ou non soumis à un facteur de risque. Le fait qu'il soit simplifié ne dit pas qu'il n'existe plus. En tant qu'employeur, vous devez toujours nous avertir si jamais vous avez un ou plusieurs salariés soumis au facteur de risque. Ce qui a été simplifié, c'est que maintenant, vous n'avez plus de cotisation. Là, cette année, en 2017, vous avez payé la cotisation universelle de pénibilité, c'était 0,10% de la masse salariale. En 2018, cette cotisation n'existe plus. De plus, il y avait des cotisations additionnelles qui existaient pour les salariés qui avaient plus de facteurs de risque, salariés qui étaient soumis à 2 ou plus de facteurs de risque, vous aviez une cotisation à 0,2% supplémentaire. Ça, maintenant, ça a été supprimé. Il n'existe plus. Par contre, le financement de ce compte pénibilité existe toujours et il passera par la branche accident du travail maladie professionnelle. Donc, à mon sens, je pense que les taux d'accident du travail vont pas mal augmenter là soit dans les prochains mois, soit dans les prochaines années. Le temps que tout cela se mette en place, parce qu'au bout d'un moment, les salariés vont utiliser le compte pénibilité et c'est là qu'on aura besoin des fonds. Et donc à ce moment-là, les comptes, du moins les taux AT vont augmenter, ce qui n'est pas encore le cas cette année. Et dernière modification, le bulletin de paye simplifié qui était donc obligatoire au 1er janvier 2018. Là, vous avez dû le voir sur les payes que vous avez reçues ce mois-ci. Vous n'avez plus toutes les lignes comme auparavant. Maintenant, c'est réparti en grands groupes. Par contre, quand on dit une version simplifiée, c'est uniquement en termes de présentation. Car je vous rassure, nous, quand on fait les payes, on a toujours toutes vos lignes. Donc, c'est vrai que c'est plus simple, on va dire. Enfin non, c'est simplifié, mais c'est pas forcément plus simple à comprendre. Donc c'est uniquement sur de la présentation. C'est pas dans le calcul n'est pas simplifié. On a toujours les mêmes lignes, toujours les mêmes choses. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et vous trouvez plus d'actualités sur le site de Sofragec. Bonne fin de journée.